Sud Radio. 7h, 8h30. Ménard en liberté. Je vous ai écouté hier sur l'antenne de Sud Radio, on parlait, vous vous en souvenez, de la violence, de cette violence qui augmente chaque année, de cette violence qui vous laisse seul face à des voyous, de cette violence qui nous fait tellement peur. Je vous ai écouté et j'ai été stupéfait. Je n'avais pas mesuré à quel point vous êtes excédé, à quel point vous vous sentez abandonné, à quel point vous avez l'impression que nos hommes, que nos femmes politiques ne font rien, ou plutôt, font des promesses qu'ils ne tiennent jamais. Hier, sur notre antenne, sur l'antenne de Sud Radio, vous l'avez dit, avec vos mots, parfois durs, c'est vrai, parfois directs. Des mots que nos élites, les politiciens, les journalistes, nous les journalistes, oui, les juges, les avocats, ne veulent pas entendre. Ils se bouchent les oreilles, nous nous bouchons souvent les oreilles. Le peuple, au fond, je ne suis pas sûr que nos élites l'aiment. Je vous écoutais, nous vous avons écouté. Et comme cette radio est la vôtre, nous avons décidé d'en faire une caisse de résonance, un porte-voix, votre porte-voix. Et comme nous sommes en pleine période électorale, nous allons en profiter. Nous allons interpeller les responsables politiques, nous allons les obliger à vous écouter, à nous écouter. Sud Radio, c'est votre station. Ici, je l'ai dit, je le redis, vous pouvez parler en toute liberté, sans aucune censure. On va faire pression sur ceux qui décident pour nous et qui trop souvent ne nous écoutent pas. Nous serons un véritable lobby, oui, un véritable lobby. Il faut que les choses changent. Il faut, par exemple, que face à la violence, face à l'augmentation de la violence, plus 20% en moins de 10 ans, que face à cette situation inacceptable, nos dirigeants soient obligés de prendre cette question à bras-le-corps. Il faut trouver des solutions. Pour ça, je compte sur vous. Cette émission sera votre tribune sur cette affaire de violence comme sur tous les sujets qui vous touchent, qui font votre quotidien. J'y reviendrai, je vous le promets, aussi souvent que nécessaire, avec vous, pour vous. Et on commence dès aujourd'hui. Donc, pourquoi, face à la violence, les politiciens n'écoutent pas, les Français ne nous écoutent pas? Vous appelez le 3628, vous dites Sud Radio, vous le faites tout de suite qu'on puisse en parler. Et vous êtes avec moi en direct sur l'antenne. Allez, c'est à vous, ouvrez. Ménard en liberté sur Sud Radio. Face à la violence, pourquoi les politiciens, nos politiciens n'écoutent pas les Français, ne nous écoutent pas? Nous répondrons, nous tenterons de répondre à cette question jusqu'à 8h30 avec vous. Vous le savez, vous appelez tout de suite le 3628 et vous dites Sud Radio et vous êtes ici à l'antenne en toute liberté, en direct. Je vous écoute. Francis, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Ménard. Vous vivez dans la région parisienne, à Levallois-Perret. Et vous aussi, vous êtes d'accord avec nos auditeurs hier qui disaient, la plupart le disaient, que la situation empire et vous avez le sentiment, vous, que la justice est de plus en plus laxiste. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Francis? Simplement l'observation que j'ai comprise, c'est-à-dire depuis une certaine période, c'est-à-dire en gros depuis 1981, on a une justice qui, de plus en plus, sous l'impulsion d'une espèce d'idéologie post-rousseauiste, prend de plus en plus en compte la défense du criminel, fait la part belle au criminel et se démantèle peu à peu. Bon, il y a eu l'abolition de la peine de mort, l'abolition de la loi anti-casseurs de Pompidou, la loi sur la prévention des innocence, encore une fois qui partait de très bons sentiments, comme toujours dans ces cas-là, et qui finalement ont toujours eu pour effet de favoriser un peu plus le criminel par rapport à la victime. Et ça c'est Francis, hier oui. On entendait, vous l'avez vu, vous l'avez peut-être entendu vous-même, on recevait Philippe Bilger. Philippe Bilger est un magistrat qui n'a pas la réputation d'être laxiste, il est avocat général auprès de la Cour d'appel de Paris, et il disait que ce sentiment dont vous faites l'écho, à savoir, en gros, la justice serait laxiste avec les voyous. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, s'il y a un problème, c'est pas dans le jugement, c'est dans la suite du jugement. En gros, c'est dans l'application des peines. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Vous avez ce sentiment-là? Il y a peut-être un peu de ça, il y a peut-être un peu des deux, c'est-à-dire... en gros, il dit, on condamne quelqu'un à 15 ans de prison et il en fait à peine la moitié, c'est ça. Pour les gens, c'est ça souvent ce qui les révolte, pour dire les choses.
Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce problème. Bon, maintenant, je pense pas que ce soit une cause unique. À mon avis, ça vient un peu de tout. Quand on a aussi des acquittements qui sont prononcés pour des voyous qui en sont à leur 3e ou 4e infraction simplement parce que, alors pour des raisons diverses, mais ça peut être soit parce qu'il n'y a plus assez de place dans les prisons, ou bien parce que les prétoires étaient engorgés, ça aussi il y a un problème, ou bien parce que on est arrivé à attendrir un petit peu comment dire que le jury a pu être attendri à cause. Mais alors qu'est-ce qu'on fait, Francis? Qu'est-ce qu'on fait? Puisque là, la question qu'on se pose, c'est pas tant celle du constat. En gros, tout le monde est d'accord, ou à peu près, à part 3 politiciens qui essayent de nous tromper avec des chiffres fallacieux. On est d'accord. La violence faite aux personnes augmente de façon anormale. Qu'est-ce qu'on peut faire, Francis? C'est la question que je vous pose. Et qu'on se pose tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a eu tellement de projets de loi, je vais pas faire la liste ici, depuis que M. Sarkozy est ministre de l'Intérieur et encore plus depuis qu'il est chef de l'État. Qu'est-ce qu'on fait, Francis? Qu'est-ce qu'il faut changer? Moi, je ne suis pas juriste professionnel, mais... Non, mais qu'est-ce que vous voudriez qu'il change? Honnêtement, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faudrait simplement plus de répression. C'est-à-dire, ça c'est un mot qui fait peur, on nous dit que c'est un retour en arrière, etc. Mais honnêtement, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour juguler la violence ordinaire. On n'a pas trouvé mieux qu'une répression accrue, bon, bien adaptée évidemment. Hein, il faut c'est vrai que d'avoir une justice qui en a les moyens aussi, qui est suffisamment comme compétent, suffisamment prétoire et qui soit surtout plus répressive à la fois à la lettre, dans l'esprit et dans les faits, parce que là ce n'est pas le cas du tout et on n'a pas trouvé mieux jusqu'ici. Dans la société humaine, si on trouve mieux, tant mieux, mais là je pense pas que ce soit le cas. Francis, donc vous dites-vous plus de répression. On va entendre Christian. Christian, vous nous appelez de Cahors et vous dites, mais la violence, elle est partout, elle est pas seulement en banlieue, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Je pense que l'individu, dans sa globalité, devrait faire un travail sur lui-même, quoi. Parce qu'en fait, la violence, elle est sur la route quand on circule, les gens y tolèrent rien. Elle est également dans n'importe quel lieu public. Les gens, ils s'énervent ou ils gueulent pour presque rien. C'est comme ça partout. Elle est même sur votre antenne, puisque je vois que la majorité des auditeurs qui témoignent, que ce soit votre émission ou dans celle de Monsieur Mazet et Cardoz, eh ben, entre eux, ils se respectent pas. C'est toujours des propos assez violents. Alors, c'est triste, ça, c'est triste. Mais est-ce que ça dit pas quelque chose, Christian? Est-ce que ça dit pas un malaise, un ras-le-bol des gens qu'il faut entendre quand même? Oh, écoutez, je vais vous citer un exemple. Oui, à l'émission de lundi, dans votre émission, oui, où le sujet c'était DSK. Moi, j'ai participé, j'ai témoigné donc, et j'ai dit que DSK était soutenu par les Juifs, par tous ses copains juifs. Bon, j'ai été traité l'après-midi par Monsieur Mazet et Monsieur Cardoz d'antisémite primaire. Mais c'est grave, ça. C'est grave, parce que c'est pas parce que j'ai dit ça que je suis antisémite. Au contraire. Bon, ça veut dire qu'on respecte pas. Mais attendez, moi je respecte ce que vous dites, Christian, mais en même temps, on peut pas dire que si parmi les amis de Monsieur Strauss-Kahn, il y a des juifs comme lui, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas juifs et qui le soutiennent. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord, mais moi j'ai été plutôt outré par les propos de Jacques Lang, de Badinter, de Strauss-Kahn, en fait, qui n'ont pas eu une seule pensée pour la prévenue. Mais ça, on est d'accord, mais je suis d'accord avec vous. C'est aussi un réflexe de caste, d'une certaine façon. C'est les puissants qui se défendent entre eux. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? D'accord, mais écoutez, de ma part, c'était peut-être des propos maladroits, mais de là, par 2 animateurs de renom d'être traités antisémites, moi je trouve que c'est grave, quoi. Christian, je vous ai pas traité d'antisémite. Vous avez remarqué, je vous écoute. Mais... Je te fais un bémol et je dis il faut faire un petit peu attention parce que évidemment derrière un propos comme ça on peut soupçonner de l'antisémitisme, mais je ne crois pas qu'il y en ait dans votre bouche, absolument. Je pense que c'est très mal placé de la part de 2 animateurs de propos comme Christian, ça. revenons à la violence. Vous dites les gens sont violents, mais ils l'ont pas toujours été. Est-ce que ou au contraire est-ce qu'ils l'ont toujours été ou au contraire vous avez le sentiment, comme la plupart de nos auditeurs, qu'il y a de plus en plus de violence? C'est ce que j'entends, moi, au micro. C'est ce que j'entends, Christian.
de par mon âge, j'ai connu une autre France. Je fais allusion aux années 70. Oui. Et bien, il y avait beaucoup plus de solidarité. Et puis, je dirais que les gens avaient beaucoup plus la main tendue que le poing fermé. C'est sûr qu'à l'époque, c'était le plein emploi. On vivait vraiment bien, quoi. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce que moi, je vais me faire l'avocat du diable. Les jeunes de banlieue, qu'est-ce qu'on a à leur offrir, à part de la répression? Rien. 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 L'État fait en sorte que le riche soit toujours plus riche, ou du moins qu'il soit protégé. Et puis, c'est tout. Christian, donc vous, contrairement à notre précédent auditeur, vous dites il faut d'abord un problème de solidarité. On va aller au Pays Basque. Florent, vous êtes là? Oui, tout à fait. Ouais, Florent, approchez-vous un petit peu ou baissez le son. Là, on vous entend un peu mal. Je sais pas, vous êtes où, en voiture? Ouais, je suis en camion là, exactement. Ah voilà, la communication est toujours un peu difficile. Florent, vous dites, alors vous avez encore un autre point de vue, vous dites, les jeunes n'ont plus peur de la justice, c'est ça? Bien sûr, ils se permettent tout et rien à la fois. Ils savent pas tous les jeunes, Florent, pas tous les jeunes. Bien sûr, non, mais moi, comme je l'ai dit à la personne qui m'a accueilli au téléphone, il me dit non mais vous mettez non je mets pas tout le monde dans le même panier, loin de là. Non, attendez, que les choses soient claires. Moi je suis fils d'immigrés, ça m'a pas empêché, je veux pas faire de moi un exemple, mais ça m'a pas empêché de m'insérer. Je vais vous dire un truc, j'ai commencé, j'étais SDF, j'ai pas peur de le dire, j'étais SDF, j'ai commencé tout en bas. Je mangeais de la bouffe pour chien. Eh ben, je me suis sorti les doigts du cul, excusez-moi de l'expression. Et puis finalement, maintenant je suis marié, j'ai 3 gosses et j'ai acheté une maison. Bon, moi, qu'est-ce que ça veut dire, Florent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on veut s'en sortir, on peut s'en sortir, c'est ça que vous voulez nous dire? Quelque part, il faut quand même un brin de volonté. Et par exemple, on parlait de ces fameux politiciens. Mais la volonté, elle est où là? Il y en a pas. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est nous qui les avons élus. C'est pas eux qui s'élisent tout seuls. On n'a qu'à pas les élire aussi. C'est notre choix, c'est notre faute d'une certaine façon. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. C'est nous qui les avons élus. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'ils sont bien à la place, bon, ça me rappelle un film de Louis de Funès. Quand ses employés veulent faire grève, il dit à sa secrétaire, vous promettez tout et moi je ne donne rien. C'est exactement ce qui se passe. Voilà. Donc, moi j'estime que maintenant, bientôt 2012, il va vraiment falloir faire taper fort. Il faut taper fort. Parce que maintenant, avec l'ouverture des frontières, ça fait quelques années qu'on se rend bien compte que le marché du travail n'est plus ce qu'il était avant que quand les frontières étaient fermées. Donc maintenant, il va vraiment falloir taper dans la fourmilière. Il faut vraiment relever la France parce qu'elle est par terre, quoi. Voilà, elle est par terre. Et ça concerne tout le monde. Tout le monde dans le même panier. Je veux dire, voilà, chacun est responsable de son destin, mais son destin, il faut se le fabriquer. Hein. Florent, vous ne quittez pas, vous restez en ligne. Je vous propose d'entendre justement un de ces politiciens dont on parlait. Alors, un jeune politicien, Jérémy Coste, vous m'entendez? Oui, bonjour Bruno Ménard. Donc, je dis vous êtes un jeune politicien parce que vous êtes le président des jeunes centristes, vous avez 25 ans, vous êtes fils d'ouvrier, votre père était italien, votre mère réunionnaise. Vous entendez les gens? Vous entendez la colère des gens? Ou vous voulez pas l'entendre, vous dites c'est tous des abrutis, des fachos, des incultes? Non, vous savez, moi j'entends la colère des gens. Moi je suis issu, comme je vous l'ai dit, d'une ville, Vénissieux, qui est pas une ville facile dans le Rhône. Et c'est vrai qu'on connaît les problèmes de violence et je ne serai pas sur cette antenne pour dire aux auditeurs qu'il n'y a pas de problème de violence. Effectivement, il y en a. Et je pense, quand on a entendu ce que Francis et les autres ont dit, qu'effectivement il y a un problème au niveau de la justice, mais pas au niveau des fondamentaux de la justice. C'est-à-dire que notre justice, la justice française, est une des meilleures au monde. Et le problème... Mais alors qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquez ce sentiment d'exaspération des gens? C'est ce que vous disiez, c'est sur l'application des peines, parce que moi je ne serais pas là pour dire des choses fausses. Effectivement, en France, il y a un état d'impuissance, un état de non-droit dans certaines cités, et c'est le cas à Vénissieux par exemple, ou dans d'autres cités en France. On a un problème, c'est-à-dire qu'on a des gens qui font des délits, on a une police
très efficace et c'est pour ça que je m'inscris en faux. Il ne faut pas plus de répression. La police. Il faut peut-être un peu plus de policiers aussi. Il faudrait peut-être un peu plus de policiers. Mais non, Nicolas Sarkozy a renforcé. Il y a plus de policiers dans nos villes. Il n'y a pas besoin de plus de répression. Attendez, Jérémy Coste. L'année dernière, en 2010, on a supprimé exactement 2018 postes de policiers. Alors, on n'a pas supprimé, on a recasé certains policiers. Et ce que je regrette effectivement, c'est que les policiers sont souvent dans les quartiers les plus tranquilles. Mais alors il faut changer ça. Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes votre parti, il était dans le gouvernement là. Alors qu'est-ce que vous avez fait pendant 4 ans? Notre parti n'était pas au ministère de. Oh, ça va, c'est un peu faux cul ça, Jérémy. Non, c'est pas faux cul. Nous, ce que nous. Il n'était pas content, il fallait le dire. Mais on n'était pas content et on l'a dit quand on ne l'était pas. Nous, justement, ce que nous souhaitons pour 2012, c'est construire un projet politique où nous puissions justement résoudre ces problèmes. Jérémy, de l'application des peines. Moi, il y a encore quelques semaines, je me baladais dans Vénissieux et ce que disait un auditeur, c'est que les jeunes n'ont plus peur de la justice. C'est vrai, puisque à côté d'un commissariat, à côté de la mairie de Vénissieux, j'ai vu un jeune descendre de sa voiture pour fracasser un autre jeune qui était postier pendant l'été et ça devant un commissariat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et heureusement, on a appelé la police a fait son travail. Ce jeune a été relâché quelques jours plus tard. Vous voyez bien, la police... Vous avez compris que ça désespère les gens, Jérémy Coste, s'il vous plaît. Florent, écoutez, on va écouter Florent. Florent, qu'est-ce que vous avez à répondre donc à ce jeune responsable politique? Eh bien, moi, je vois qu'il a bien été formé par son parti, parce qu'il parle bien, ce monsieur, enfin, ce jeune homme, même, puisque j'en ai quasiment le double. J'ai le double de son âge. Oui, à peu près. Je vois très bien que maintenant, il commence à partir du côté obscur. En tout cas, je lui souhaite bien du plaisir. J'espère simplement qu'il va réussir dans ce qu'il va entreprendre, mais du bon côté de la barrière. Non, mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Vous croyez pas à ce qu'il nous dit alors? Moi, je vois tout simplement que on parlait de Sarko et des policiers. Ben moi, je vois tout simplement que quand monsieur se déplace, c'est peut-être pas tout à fait au centre du problème, mais ça en fait partie. Le souci, c'est l'argent. Voilà. Très bien, mais écoutez, on va continuer ce débat. On se retrouve juste dans quelques secondes. Sud Radio. 7h, 8h30. Ménard en liberté. Face à la violence, pourquoi les politiciens n'écoutent pas les Français? Jérémy Coste, vous êtes toujours en ligne, vous êtes le président des jeunes du nouveau centre, c'est ça, vous m'entendez? Je vous entends. Jérémy, je voudrais vous faire entendre André. André, vous êtes là aussi? Oui, je suis là. André, vous êtes de Castres, vous avez 64 ans. Vous avez 64 ans, vous n'êtes pas du tout de la même génération que Jérémy Coste. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Vous dites qu'il n'y a pas assez de répression. Moi, j'ai envie de lui dire une chose. Je dis que quand même, que ce soit les uns ou les autres, ils nous prennent pour des billes. Parce qu'on ne voit que rien ne se fait sur la violence. Rien. Il n'y a qu'à se promener dans les cités. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Les jeunes, ils font ce qu'ils veulent. C'est votre sentiment? Bah, attendez, il y en a qui sont arrêtés quand ils font des bêtises quand même, non? Ils sont arrêtés, oui, je vous dis pas ça. Mais la différence qu'il y a, c'est que la justice ne fait pas son travail. On ne les punit pas comme on devrait les punir. Hier, j'étais intervenu avec Éric Mazet et Michel Carlos sur la peine de mort. Pourquoi, vous êtes pour la peine de mort, vous? Moi, je suis pour la peine de mort. Pour certains cas, pas tous, je dis pas... mais je trouve qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'insérer parce qu'ils ne veulent pas s'insérer dans la vie. Enfin, il faut faire attention, la peine de mort, c'est pas pour des crimes comme ça. Attendez, moi, je parle pour des cas graves, Je parle pas pour des petits délits. Un récidiviste qui va violer une femme ou une petite ou un truc comme ça, il a eu une chance. Cette chance, il n'a pas su la saisir. André, on va demander à Jérémy Coste, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire André, Jérémy? Non, mais alors déjà, sur la peine de mort, bien entendu, j'y suis absolument hostile, puisque ça reviendrait à faire exactement la même chose que ces délinquants ou ces criminels. Donc ça, c'est clair que... Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se mettent en dehors de la
en se rendant responsable des pires des crimes. Vous l'entendez, ça? Ah mais bien entendu, de toute façon, la violence, c'est quand ça répond justement d'une faiblesse, c'est quand les personnes justement sont sorties du système et qu'ils n'ont plus d'autre manière de s'exprimer que de s'exprimer par la violence, par l'instinct. Ce sont est-ce que, Jérémy, vous avez pas le sentiment que ce que vous dites là, ça fait en gros discours politique par rapport à la réalité, que les gens s'y retrouvent pas? Mais non, mais ça, c'est une idée fausse. Moi, je prends l'exemple, tout simplement, et les auditeurs qui écoutent Sud Radio le savent. Quand on va dans certaines communes, je prendrai l'exemple d'Issy-les-Moulineaux, je prendrai l'exemple d'Orléans, où on a Florent Montillo, qui est très connu, justement, pour ces thématiques-là. On arrive à avoir des solutions dans des communes, et pas toujours des communes faciles, par rapport à la délinquance. Mais ça passe par quoi? Ça passe par une vraie politique d'accompagnement des jeunes, puisque le problème, il vient essentiellement de la part de la jeunesse. C'est évident. Donc, ce qu'il faut, c'est accompagner les jeunes. C'est pas un problème simplement de répression, les policiers qui doivent absolument taper, etc. Les policiers font leur boulot et je tiens à saluer leur travail. Vous l'avez déjà fait. Écoutez, on va essayer d'écouter. Attendez, on va essayer de donner la parole tout de suite à Philippe. Philippe, vous habitez dans la banlieue toulousaine et vous dites il faut apprendre aux jeunes la moralité. C'est ça que vous dites? Oui, bien sûr. Bonjour, Monsieur Ménard. Oui, moi je pense qu'à la base c'est un problème d'éducation. On n'éduque plus les enfants comme nous avons été éduqués. Moi j'ai 5... Oui. On nous apprenait la morale à l'école. Moi, mon père, il sifflait par la fenêtre, j'habitais dans une banlieue, il sifflait par la fenêtre à 7h du soir. À 7h, on montait à la maison, on mangeait, personne ne sortait dehors. Personne. C'était fini. On était 5 enfants, on a tous été éduqués comme ça. Maintenant, vous vous promenez dans les cités, ça fait déjà très longtemps. Vous allez voir des petits enfants de 5 ans qui sont dehors à 1h du matin. Mais ça, c'est sans aucun problème dans toutes les cités de France. Mais il faut pas c'est un problème. Il n'y a pas que les cités. Dans les quartiers riches aussi, il y a des gamins de riches qui sont aussi des délinquants. Il faut pas non plus stigmatiser les gens dans les quartiers. Philippe et Jérémy, juste, je veux rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, oui. Philippe. Vous savez, hier, on a essayé de joindre la sous-préfète de Narbonne, Marie-Paul Bardèche. Pourquoi? Parce que il y a le maire de Maillac, qui est un petit village dans l'Aude, vous savez, à côté de Narbonne, qui avait justement, face à ce que vous dites, il avait décidé d'instaurer un couvre-feu à partir de 22h pour les mineurs de moins de 17 ans, en disant leur place c'est à la maison, sûrement pas dans la rue dans mon village. Ce couvre-feu, cette proposition, cette décision du conseil municipal de Maillac a été jugée illégale par la préfecture de l'Aude. Donc, on a demandé hier à Marie-Paul Bardèche, la sous-préfète de Narbonne, de nous expliquer ce qui se passe, de venir expliquer aux auditeurs pourquoi elle pensait qu'une mesure de bon sens, nous semble-t-il, qui était approuvée par la quasi-totalité des gens dans le petit village de Maillac, pourquoi elle s'était prononcée contre. Elle refuse toujours de venir s'expliquer. Elle nous renvoie un communiqué de presse. Alors je voudrais dire à la sous-préfète de Narbonne que tous les jours, on va redire qu'elle refuse de s'expliquer devant les auditeurs et qu'elle refuse de vous répondre à vous. Par exemple, Philippe, qui dit exactement ça, qu'il faut apprendre aux jeunes la moralité et que les parents doivent les faire rentrer à la maison tôt. Voilà, c'était juste une parenthèse, mais comme on a décidé d'avoir de la suite dans les idées ici sur Sud Radio, je vous coupe. Je vous écoute, Philippe, on vous écoute. Oui, alors ça, de toute façon, pour ce qui est des hommes politiques ou des préfets ou tout ce que vous voulez, ces gens-là n'ont aucun courage. Ils ne pensent qu'à leur place et ils sont toujours entre deux eaux, bien pensants, c'est-à-dire qu'on va dire on va faire plaisir à l'un, on va faire plaisir à l'autre, mais on ne prend surtout aucune décision qui pourrait être arbitraire. Point stop, on n'en parle plus, c'est comme ça aujourd'hui, et puis voilà. Il n'y en a aucun qui fait ça. Ils n'ont pas de courage, ces gens-là. Et tant qu'il n'y aura pas quelqu'un en France qui va dire point, on va commencer à éduquer nos enfants, on va commencer à les remettre dans le droit chemin, vous avez des enfants qui arrivent à l'école, en maternelle, ils tutoient leur maîtresse. C'est n'importe quoi. Et ça, c'est... Et c'est ce que vous ne voulez plus. Christophe, oui. On va entendre Christophe maintenant. Christophe, vous êtes, vous, de Toulouse, et vous aussi, vous n'êtes pas d'accord avec nos politiciens. Vous dites qu'ils nous prennent pour des vaches à lait, c'est ça? Oui, bonjour Monsieur Ménard, tout à fait. Les politiciens, ils nous prennent pour des vaches à lait. La seule chose, ils s'en foutent complètement du peuple français et ce qui les intéresse, c'est leur portefeuille à eux. Pas tous, Christophe, ils sont pas... Tout le monde, attendez, ils sont pas tous comme ça.
Et le seul le problème qu'il y a, c'est que tout le monde, il y a tout le peuple français se plaint, comme quoi que ils augmentent tout, on nous enlève tout, on nous supprime tout. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire du coup vous n'allez pas voter, vous, et vous êtes un de ces abstentionnistes de plus. Bien sûr que je Il faut participer à la vie civique de ce pays, de notre pays, Christophe. Au contraire, je vais aller voter. Mais justement, il faudrait faire changer, que ce soit la droite ou la gauche, ils ne font rien. Alors j'espère bien une chose, c'est que Marine, elle va passer. Non, ça, attendez, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Alors vous, j'ai compris que vous votiez Front National, mais quand même, aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens ailleurs qu'au Front National qui écoutent ces plaintes, non? Mais non, mais de toute façon, personne, on leur donne pas le pouvoir de passer. Les gens, au premier tour, ils votent le Front National pour faire peur, mais après ils vont pas jusqu'au bout. Il faudrait qu'ils fassent ça. Il faut que tout le monde aille jusqu'au bout. Voilà, c'est tout. Christophe, merci. Christophe, merci. Face à la violence, pourquoi les politiciens n'écoutent pas les Français? 36-28, vous dites Sud Radio, et vous êtes avec nous tout de suite à l'antenne. Je vous retrouve dans quelques secondes. Pour une fois, soyons directs. Ménard en liberté sur Sud Radio. Face à la violence, pourquoi nos politiciens n'écoutent pas les Français? C'est à cette question que nous essayons de répondre depuis ce matin. Alors on va changer, si j'ose dire, de bord politique. Patrice Bessac, bonjour. Allô? Bonjour Patrice Bessac. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Parti communiste français. Vous êtes conseiller régional d'Île-de-France. Qu'est-ce que vous avez envie, vous, de répondre? Je suppose que vous avez entendu le ras-le-bol, les mots très durs, souvent des fois trop durs, des gens qui sont à notre antenne par rapport aux hommes politiques. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? D'abord, juste un mot, parce que j'ai entendu cet auditeur qui parlait des hommes politiques en disant qu'ils s'engraissent sur le dos des Français avec leur mandat, avec leurs responsabilités. Moi, je dois dire que je suis fier d'être membre d'un parti dans lequel les élus, les responsables publics, reversent leurs indemnités au parti, c'est-à-dire ne s'enrichissent pas lorsqu'ils exercent une responsabilité. Et je suis désolé de dire à l'auditeur qui appelait à voter Marine Le Pen, je suis désolé de lui dire que la famille Le Pen est particulièrement connue pour avoir cumulé les indemnités, les prébendes dans lesquelles ils ont été élus au Parlement européen, d'avoir fait aucune transparence sur leur gestion financière personnelle, d'avoir géré l'argent que leur donnaient les militants de manière tout à fait personnelle. Donc il y a vraiment un contre-exemple en matière voilà Patrice Bessac, voilà qui est dit. De toute façon, tout à l'heure on aura Louis Alliot, et donc je suppose qu'il pourra vous répondre sur ce point. J'ai envie de revenir à la question, Patrice Bessac, j'ai envie de revenir. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Par exemple, Christine, je vous cite. Hier, elle était à notre antenne, parce que ça m'a troublé. Christine, elle était de Marseille. Vous connaissez Marseille? Oui, je connais bien. Patrice Bessac, bien sûr. Je vous la cite. Je vous dis pas que je partage ça, je veux juste vous la citer avec ses mots. Pas mes mots, ses mots à elle. La Canebière, c'est Kaboul. Marseille est aux mains des immigrés. La police, elle se fait caillasser. La police, elle ne va plus dans certaines cités. Ce sont des lieux de non-droit. Vous n'avez qu'à voir les règlements de compte. Maintenant, ils arrivent à se tuer entre eux. Qu'est-ce que vous répondez à Christine? Vous êtes le porte-parole d'un grand parti. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette dame? J'ai envie de lui dire deux choses. D'abord, c'est vrai, il y a des lieux, des cités, des espaces urbains dans ce pays qui sont des lieux où on a entassé toutes les difficultés, dans lesquelles on a relégué des populations. Et donc, moi je crois qu'on ne peut pas résoudre le problème de ces violences, le problème de ce qui est devenu des ghettos, si on ne se dit pas il faut s'attaquer à cette ségrégation urbaine, à faire entassement des difficultés sur les difficultés. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que le problème numéro un, ce n'est pas de les immigrés, c'est pas Kaboul. Le problème numéro un aujourd'hui pour la police, c'est qu'on a demandé à la police de faire de la chasse aux sans-papiers, de faire du chiffre. Et donc, par exemple, en fin de mois, on sait que dans les commissariats de police, on fait de la petite infraction autoroutière. Absolument. On ne s'occupe plus des personnes.
quand vous regardez ce que les gens vous disent dans nos circonscriptions, dans nos localités, ils disent par exemple, à la suite d'un cambriolage, on a de plus en plus de difficultés à porter plainte. Parce que ça n'intéresse plus un certain nombre de commissariats de prendre les plaintes d'atteinte aux personnes, de petits vols, parce qu'ils savent qu'ils auront des difficultés à résoudre ce genre de... Patrice Bessac, je vous entends et je vous approuve dans ce que vous dites. Aujourd'hui, la politique du chiffre fait on s'en est pris au dépassement de vitesse, aux fumeurs de joint, au détriment de ceux qui pénalisent la vie quotidienne des gens. Je voudrais vous poser juste, Patrice, je voudrais juste vous poser une ou deux questions parce qu'elles sont revenues sans arrêt depuis hier, sans arrêt. Les gens disent, par exemple, ça va, on condamne les gens, mais après ils sortent plus vite que prévu de prison, c'est pas normal, il y a un problème. Hier, Philippe Bilger, magistrat, nous disait, oui, le problème c'est pas la sévérité, c'est pas vrai, les juges sont assez sévères, mais il n'y a pas d'application des peines. Est-ce qu'il faut pas changer ça? Est-ce qu'il faut pas que vous vous engagiez à ça? Non mais si je prends la tranche qui est vraiment dure aujourd'hui, c'est-à-dire les 13, 16, 17 ans, dans lequel... Oui, les mineurs qui passent entre les mailles du filet. Les mineurs dans lequel on sait qu'on a des problèmes de violence, que c'est là qu'il faut traiter le problème et qu'il faut mettre le paquet tout de suite. La réalité, c'est que ce qu'on appelle la protection judiciaire de la jeunesse n'a rien pour agir. C'est-à-dire que on ne condamne, on ne traite le problème que lorsque le mineur est dans la difficulté la plus grande et que les fautes sont déjà lourdes. Quand le problème est à la racine, on ne fait rien. Les mesures de protection ne sont pas appliquées, les mesures éducatives ne sont pas appliquées. Il y a un suivi qui est un suivi avec une personne pour parfois une centaine de jeunes à suivre. Donc, alors que tout le gouvernement dit, on met le paquet sur les mineurs, sur la sécurité juvénile, la prévention de la délinquance juvénile, en réalité c'est zéro. On s'occupe des cas les plus graves, on les fout en tôle et on ne s'occupe pas de Patrice Bessac, vous restez en ligne, je vais vous faire réagir à 2 ou 3 réactions de nos auditeurs. On prend par exemple Guy. Guy, vous êtes de Maubeuge et vous nous dites, il y a une part de responsabilité, c'est aussi celle des parents. Moi, c'est clair, c'est net, c'est la faute des parents. Moi, je veux remettre en mémoire, il y a une trentaine d'années, je pense, où Pasqua avait déjà dit « qui casse paye ». Si on avait appliqué à cette époque-là ce genre de politique, et ça a été un tollé pour lui, il en a pris partout, comme on dit. C'était un scandale de dire des choses comme ça. Si on avait commencé à appliquer des choses comme ça, en mettant les parents face à leurs responsabilités, on n'en serait certainement pas là. Et puis il y a une autre chose, bon, peut-être on va parler de l'histoire de l'immigration, et vous savez très bien qu'il y a certains étrangers, ils ont 2 ou 3 bonnes femmes. Ils ont 5 gosses chacun. Comment voulez-vous que le père se fasse respecter en ayant des enfants à 3 ou 4 kilomètres? Impossible. Impossible qu'ils puissent s'occuper de ses enfants, ils ont bien trop. On vous a entendu, Guy. On va essayer de donner la parole, Guy, à Max. Max, vous êtes d'Agen et vous dites, ça vient des immigrés. Disons que, ça vient principalement des immigrés. Mais on constate en France, on dit comme ça, oui, les Français n'aiment pas les immigrés, les Français sont racistes. Ce n'est pas un problème de racisme, on peut en parler, c'est aussi un problème d'identité. Il y a des Français de souche maghrébine qui sont nés en France, mais qui ne se considèrent pas du tout comme Français et qui prônent une politique vraiment anti-français. Il y a qu'à voir sur Internet, on tape par exemple la réponse de la France à Marseille. On voit des vidéos avec ouais, je nique la France, je nique la carte d'identité française et tout, des insanités, ça non. Et ça contribue à faire augmenter une haine anti-français et une certaine violence. Et je pense que c'est surtout de la faute des parents qui, à l'époque, eux, déjà, faisaient des gosses pour toucher les allocations. Je sais, c'est très dur, mes propos sont très durs, je suis parfaitement conscient, mais qui ne faisaient pas du tout le rôle de parents, quoi. Et les gosses étaient livrés à eux-mêmes, et maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Que dans les cités, il y a une économie souterraine, c'est de la coke, c'est du trafic d'armes, ils ont des AK-47, des Kalachnikov, et ça rapporte aux familles. Et les familles cautionnent ça, savent très bien que leurs fils font ces délits-là,
Et comme ça leur rapporte, et bien voilà. Ce sont des gens qui ne travaillent pas, qui ne travailleront jamais. Pourquoi? Parce que bon, c'est tellement plus facile de se faire 5 000 euros par semaine plutôt que de travailler pour le SMIC. Max, on a entendu ce que vous disiez. Je voudrais qu'on aille maintenant dans le Tarn avec vous, Daniel. Vous dites, au fond, tout ça, on n'ose pas le dire et vous dénoncez le politiquement correct. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une politique politiquement correcte où on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense, qu'on est de suite taxé de facho ou de raciste. Il n'y a qu'à regarder le cas Zemmour, il a dit la vérité, qui s'est retrouvé au tribunal et il a fallu qu'il paye ou je sais pas qu'est-ce qu'il a eu. C'est normal. Je pense que les politiques attendent que les Français sortent à la rue avec des fusils de chasse et les comptes. Parce qu'ils sont incapables de faire le travail. Là, à la justice, il y a 2 poids 2 mesures. Je connais moi des flics. Quand ils amènent un jeune au tribunal, si c'est un jeune français, on va dire de souche, il a une peine. Si c'est un jeune des cités, sa peine pour le même délit, elle est beaucoup plus petite au niveau des amendes. Et alors ce policier a demandé au juge comment ça faisait, pourquoi c'était comme ça. On lui a expliqué que les Français, de toute façon, eux, ils payent, que les autres, on les taxe un peu, les amener à payer, parce que sinon ils ne payent jamais. Daniel, on va demander, voilà, 3 témoignages, Max, Daniel, Guy, Patrice Bessac, je rappelle, vous êtes porte-parole du Parti communiste français. Patrice, qu'est-ce que vous répondez à Max, à Daniel, à Guy, qui disent d'une certaine façon un peu la même chose? Il y a un 2 poids 2 mesures. Non, d'abord, sur l'immigration, moi je pense qu'on ne peut pas se sortir du problème si on ne se cale pas sur l'esprit républicain et donc sur le fait que nous sommes tous citoyens et basta. Je vais prendre deux contre-exemples par rapport à ce que j'ai entendu. Moi, j'habite depuis 13 ans en région parisienne. Je n'ai été contrôlé que 2 fois par les forces de police. Et à chaque fois, j'ai été contrôlé parce que j'étais avec une personne qui était soit noire, soit d'origine arabe. Et des études ont montré qu'on était noir ou arabe, on était contrôlé 10 fois plus en moyenne par les forces de police en région parisienne. Je vous donne un deuxième exemple sur le rapport au travail. Moi, j'ai un copain qui a fait un bac plus 5, qui est contrôleur de gestion, qui a de l'expérience professionnelle, qui là est en recherche d'emploi et dont on a demandé 2 fois, du fait de sa couleur de peau, sa religion lors d'un entretien d'embauche. C'est-à-dire qu'on a une société qui commence à pourrir sur la question des relations entre des gens vis-à-vis de leur origine supposée. Attendez, Patrice Bessac, j'ai compris, vous donnez des contre-exemples. Comment vous expliquez qu'il y ait autant de gens qui aient ce sentiment que l'immigration est la cause de tout? Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas vrai, vous avez raison, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est pas l'explication des problèmes. Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez surtout, Patrice Bessac, comment vous expliquez que votre discours ne soit pas audible pour les gens? Je l'exprime très simplement, c'est-à-dire, il y a une partie de la classe politique, y compris de la droite dite républicaine, qui joue avec le feu et qui joue une politique de dégueulasse, en mettant sur le dos de l'immigration des problèmes qui sont des problèmes sociaux, qui sont des problèmes de système économique. Pour faire oublier la crise financière, on préfère parler des immigrés. Ça répond pas à la question, Patrice Bessac. Et deuxième chose, je vais répondre. Deuxième chose, c'est que la réalité dans les problèmes de violence urbaine que nous connaissons, c'est que c'est aussi dans des quartiers qui sont des quartiers dans lesquels l'immigration des années 60-70 a trouvé des lieux de logement. Et qu'est-ce qu'on fait, Patrice Bessac, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Mais écoutez, je vous ai dit 2 choses. Qu'est-ce qu'on fait pour changer voilà, pour que cette perception que les Français n'aient pas ce sentiment-là. Sur le rapport aux banlieues, quand est-ce qu'on va écouter ceux qui y vivent? Par exemple, Sarkozy, à la suite des violences, avait dit plan Marshall pour les banlieues. Robert Ménard, je vous invite à aller à la Courneuve et vous verrez qu'il n'y a pas eu un sou sur le plan Marshall pour les banlieues. On n'a rien fait sur la présence du service public. Il n'y a pas un policier de plus, c'est-à-dire il y a plus de policiers dans le 16e arrondissement qu'à la Courneuve. Il y a plus de policiers dans le 16e arrondissement que dans le 93 ou dans des cités du 94 où il y en a besoin. C'est-à-dire on met les moyens là où ils ne sont pas nécessaires pour protéger les beaux quartiers, tandis que dans les quartiers difficiles, on est toujours en manque de services publics. Il faut aussi voir cette réalité. Et la deuxième réalité, vous allez me traiter d'angéliste peut-être, mais je m'en fous, c'est que la réalité... Allez-y, j'ai rien dit encore. Il n'y a pas de solution
plus il y a de pauvreté, plus il y a de difficultés. Ouais, mais ça, Patrice Bessac, les gens, ils s'en foutent de ça. Si vous leur dites, il faut changer le monde comme ça, si tout le monde est heureux, s'il y a plus de chômage, tout va aller bien, on est d'accord, mais ça règle pas le problème au quotidien des gens, ça. Mais oui, mais c'est ça le problème. Gens comme Jaurès, quand des gens comme Jaurès ont fait le discours sur la jeunesse, ont sorti les mômes des mines, ont construit le service public d'éducation. Oui, mais là, aujourd'hui, les gens, ils veulent des réponses rapides. Ils ont aussi dit la vérité à leurs concitoyens. Ben moi, je suis désolé, si on ne redonne pas du sens à la morale républicaine, à l'idée de l'école publique, à l'idée qu'il faut des lieux d'égalité, et donc il faut sortir les quartiers de... On vous a entendu, Patrice Bessac. Patrice Bessac, merci d'avoir été à l'antenne de Sud Radio. Vous la connaissez, la question, toujours la même, face à la violence, pourquoi les politiciens n'écoutent pas les Français? 36-28, vous dites Sud Radio. Je vous retrouve dans quelques secondes. À tout à l'heure. Sud Radio. 7h, 8h30. Ménard en liberté. Face à la violence, pourquoi nos politiciens n'écoutent pas les Français? 36-28, vous appelez tout de suite et vous êtes en direct sur Sud Radio et vous nous dites comment vous répondez à cette question. Avant de donner la parole à plusieurs de nos auditeurs, il se bouscule là 3 chiffres qu'il faut rappeler. La violence contre les personnes, la pire des violences, a augmenté de 20% en moins de 10 ans. Une personne sur 5 estime avoir été victime d'au moins une agression au cours des 2 dernières années. 3e chiffre, 10% de nos enfants ont peur quand ils vont à l'école. Voilà 3 chiffres pour alimenter le débat. Ginette, vous êtes retraitée et vous voulez que ça change. Ginette. Oui, bonjour Monsieur Ménard. Bon, ce serait pour vous dire une chose. Bon, on dit on veut du changement, c'est un fait certain. Bon, les élections c'est dans 1 an. Là, c'est la droite. Bon, l'année prochaine, l'année prochaine on dira les élections, ce sera le socialiste. C'est le yo-yo. C'est les mêmes politiciens, c'est les mêmes races. C'est un changement radical qu'il nous faut. Parce qu'il y a pas si longtemps que ça, les communistes, c'était comme le Front National aujourd'hui, on n'en voulait pas. Et aujourd'hui, les socialistes, ils sont plus d'accord l'un avec l'autre. On est content d'aller chercher les communistes. Mais Ginette, vous avez pas été convaincu tout à l'heure, vous entendiez, je suppose, Patrice Bessac, le porte-parole du Parti communiste français. Vous leur faites pas confiance? Non. Pourquoi? Non. Bon, parce que ce sont toujours des paroles. Toujours des paroles. Le Front National. Attention, moi je n'ai pas voté pour le Front National, ça fait certain. Mais je peux aller voter l'année prochaine, je le ferai. Parce que le Front National, on critique. Ils sont pas plus racistes qu'un autre, c'est parce qu'on les montre du doigt, c'est parce que les politiciens ont peur d'eux. Voilà leur raison. Parce que des promesses, peut-être qu'ils nous en feront et qu'ils les tiendront, ici ils ne tiennent rien du tout. On travaille pour des prunes. Ils se foutent de nous en plein nez. On est les vrais vaches à lait pour le gouvernement. Il faut travailler et c'est des petits ouvriers comme nous qui payent pour les riches, tout ça. Il y a des 3 sécurités sociales. Quand on va chez le docteur, on nous dit bon vous allez faire une radio même si vous n'avez rien. Vous allez faire ça. Et puis après vous allez chez un diététicien alors qu'on en a pas besoin. Vous êtes pas contente, Ginette? Du tout, je suis dégoûté. J'ai 71 ans, je suis dégoûté. Ginette, ne raccrochez pas. On va entendre un autre auditeur et tout à l'heure, on a comme invité, il est en ligne, il vous écoute, Louis Alliot, qui est, vous savez, le vice-président du Front National. Mais d'abord, avant d'entendre Louis Alliot, je voudrais entendre Daniel. Daniel, vous êtes très en colère, vous aussi. Vous êtes dans l'Hérault. Daniel? Oui, bonjour. Je disais, vous êtes très en colère. Je suis en colère parce que quand j'écoute votre radio quasiment toute l'année et tous les jours. Oui. Et donc aujourd'hui, quand j'écoute ça depuis tout à l'heure, 7 heures même avant, je suis en colère, oui, parce que l'être humain aujourd'hui veut vivre en dessus de ses moyens. Parce que quand on accuse les gendarmes, qu'on accuse les délinquants, qu'on accuse ci, qu'on accuse ça, mais on les a fabriqués, les délinquants. Parce que de toutes les façons, aujourd'hui, un être humain qui touche le RMI, qui touche ci, qui touche ça, gagne plus d'argent que celui qui va travailler. Et comme cet être humain n'en a jamais assez, donc pour avoir 3 télévisions, 5 téléphones et 2 voitures... Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, Daniel? Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, c'est dans la nature humaine?
Non, pas tout à fait, j'allais y venir. Mais à un moment donné, il y a un auditeur qui a parlé des parents, et certainement, oui, et même sûrement qu'il y a beaucoup de mal qui viennent des parents. Parce que moi, j'ai été parent, je suis encore parent, j'ai une petite de 14 ans. Vous avez 60 ans. Et je vous assure qu'elle ne traîne pas le soir dans les rues, et qu'elle est éduquée, qu'elle sait ce que c'est que de travailler, de gagner 5 euros, si elle veut s'acheter une bricole à 5 euros, alors qu'aujourd'hui, toute cette jeunesse, 15, 16, 20 ans, ont l'habitude d'avoir l'argent facile. Et là, ça vient bien des parents. Les parents ne sont plus responsables aujourd'hui. Alors c'est bien d'accuser les politiques, c'est bien d'accuser le gouvernement, mais il faut prendre nos responsabilités, Daniel. On vous a compris. Il faut prendre nos responsabilités. On va demander dans quelques secondes à Louis Alliot, le vice-président du Front National, quelles sont les réponses qu'apporte son parti. 36-28, vous dites Sud Radio, et vous êtes en direct avec ces responsables politiques, et vous pouvez leur poser les questions que vous voulez dans vos mots à vous. On se retrouve dans quelques secondes. Ménard en liberté sur Sud Radio. Face à la violence, pourquoi nos politiciens n'écoutent pas les Français, ne nous écoutent pas? Je suis en ligne avec Louis Alliot. Louis Alliot, vous m'entendez? Oui, très bien, bonjour. Bonjour, alors je rappelle, mais tout le monde le sait, vous êtes le vice-président du Front National. On dit que vous êtes l'homme qui monte au Front National. Vous êtes par ailleurs le compagnon de Marine Le Pen. Vous avez entendu le ras-le-bol des gens à l'antenne depuis ce matin. Hier, c'était la même chose. Et Monsieur Ménard, je connais ce ras-le-bol depuis longtemps pour le vivre tous les jours dans les rues à Perpignan ou dans notre région Languedoc-Roussillon. Les gens sont exaspérés et ils le sont d'ailleurs, quelles que soient leurs opinions politiques d'origine. Oui, vous avez vu hier des gens de droite et de gauche disent la même chose. Ah oui, ils disent la même chose, bien sûr, mais parce que rien n'est fait. Il est évident qu'il y a un certain angélisme, une certaine bien-pensance générale qui fait qu'aujourd'hui, les voyous sont mieux considérés que les honnêtes citoyens, ceux qui vont travailler, ceux qui paient leurs impôts. C'est une évidence pour tout le monde. Mais Louis Alliot, juste une question, et vous répondez-moi franchement. C'est facile à dire quand on est dans l'opposition, vous avez jamais été au pouvoir. Louis Alliot, qu'est-ce qui me dit que demain, vous serez pas comme tous les autres? Parce que je pense que nous avons prouvé par le courage de nos positions depuis un certain nombre d'années que nous ferons ce que nous disons. Mais qu'est-ce que vous ferez, Louis Alliot, tout de suite demain? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre tout de suite pour que les Français aient le sentiment que la sécurité recule, que la violence recule? Écoutez, il y a aujourd'hui des études qui ne sont pas celles des spécialistes du front, mais d'un institut de criminologie que vous connaissez sans doute de réputation, qui est dirigé par messieurs Boer et Hofer. Oui, on connaît tous Alain Boer, il est l'ancien patron du Grand Orient de France, c'est un conseiller de monsieur Sarkozy. Alors d'abord, lui, il fait deux choses, il y a un rapport qui vient de sortir, il n'y a aucune relation entre la pauvreté et la délinquance. Pour répondre à l'élu du Parti communiste qui répondait n'importe quoi. C'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes un délinquant. Ah ben j'espère bien, moi je connais des gens qui sont pauvres et qui sont honnêtes, Louis Alliot, heureusement. Vous avez une certaine dignité et vous avez surtout du respect pour vos concitoyens et du respect pour l'État, pour le pays dans lequel vous vivez. C'est pas du tout ce que nous voyons aujourd'hui dans la délinquance. L'autre phénomène, c'est qu'il y a en France à peu près, dans 26 départements qui posent problème, 5000 individus dont on connaît les noms, multirécidivistes, qui sont passés plusieurs fois devant les tribunaux, qui sont à la tête de trafics divers et variés. Et qu'est-ce qu'il faut faire, Louis Alliot? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais cher monsieur, arrêtez ces 5000 personnes. On va pas les arrêter d'avance. Et en 6 mois, vous avez réduit la délinquance de moitié. Voilà. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'ils ont la trouille, voilà. La vérité, c'est que nos politiciens ont peur, qu'ils ne veulent pas appliquer la loi, qui est pourtant la loi républicaine, la loi du peuple français, et ça, évidemment, c'est un déni de démocratie, et c'est de l'incitation à la violence. Louis Alliot, les magistrats, ils font quand même bien leur boulot. Ils sont pas tous à mettre dans le même sac, c'est pas tous des gens laxistes. Oui, mais attendez, c'est eux qui au jour le jour, disent la loi. La justice fait son travail avec les moyens dont elle dispose. Quand elle veut mettre quelqu'un en prison et qu'il n'y a plus de place dans les prisons, ce n'est pas la faute du magistrat, c'est la faute des politiciens qui... Mais d'où on va sortir l'argent pour construire les prisons?
Oh, non, il faut arrêter avec l'argent et on l'économisera ailleurs, et notamment en matière de politique d'immigration. Par exemple, voilà, qui coûte à la France 70 milliards par an. Voilà un budget d'économie que nous pourrions faire. Hein. Louis Alliot, sur l'immigration, parce que ça revient depuis hier tout le temps. Est-ce que c'est pas un peu facile comme explication? Aujourd'hui, il y a 90% des immigrés ou des petits immigrés qui sont de bons Français, si j'ose dire. Il faut pas les mettre tous dans le même sac, c'est pas terrible quand même? Je ne conteste pas cette affaire-là. Mais je voudrais vous l'entendre dire qu'il y a 90% des gens qui sont honnêtes comme les pauvres. Nous venons, et vous aussi, d'une région, Languedoc. On est en direct, là. Oui, je sais. Oui, mais attendez, laissez parler Louis Alliot, s'il vous plaît. Oui, où il y a eu des vagues d'immigration, et qui sont aujourd'hui des Espagnols, des Polonais, des Italiens. Et tout le monde s'est bien intégré. Exactement. Et on le fera pareil avec les musulmans, Louis Alliot. Pourquoi aujourd'hui il y a un problème avec une certaine immigration? Parce qu'une partie de cette immigration ne veut pas s'intégrer à la société française, ne veut pas acquérir les valeurs de la République française et ne se sent pas tout simplement français. La meilleure preuve, c'est qu'au moindre événement qu'il y a de la vie dans la société ou de la vie sportive, ces gens-là en général sortent dans la rue avec leurs drapeaux nationaux comme une forme de défi et de revanche qu'ils prennent sur la France. Je sais, je l'ai entendu. Louis Alliot, on va aussi demander à un certain nombre d'auditeurs de Sud Radio de réagir à ce que vous venez de dire. Daniel, comment vous réagissez aux propos de cet homme politique? J'ai écouté ce politicien. Cet homme politique qui dit quand même pas mal de choses qui sont très réalistes, surtout au propos de ces fameux immigrés qui sont français quand ça les arrange, et dès qu'il y a un petit pet que ça leur va bien, ils sont plus français. Bon, ça veut dire que vous êtes d'accord avec Louis Alliot, vous? Pas complètement, non. Mais j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. L'être humain, j'en reviens à ça, c'est qu'aujourd'hui, les parents sont en partie responsables, et pour moi, à 99% responsables de leurs enfants. On est d'accord. Ginette, est-ce que vous m'entendez? Ginette, non. J'avais une mauvaise... Oui, attendez, on va... Ginette, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Ginette m'entend? Je ne sais pas. Ginette, comment vous... Vous pourriez me dire en deux mots de quoi? Parce que je ne comprenais pas très bien la conversation. Mais voilà, c'était Louis Alliot, vous savez, qui est le vice-président du Front National, qui disait en gros, nous on va tenir nos promesses, on a des réponses dures, mais on a des réponses, il faut faire un certain nombre de choses, il faut prendre des mesures sur l'immigration, il faut prendre des mesures pour arrêter il citait les 5000 personnes qui pourrissent la vie des Français. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, des promesses aussi, j'en fais aussi, c'est un fait certain. C'est un fait certain. Mais pour retomber dans le socialisme, il faut essayer à 5 ans pour voir ce qui se passerait. Parce qu'on est parti, je sais pas. Je me demande si ça remarchera un jour, la France. Vous êtes plus pessimiste. Alors on va aller à Toulouse. Claude, vous m'entendez? Oui. Claude, vous avez entendu Louis Alliot, le vice-président du Front National. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites les politiciens sont aveugles tous et ils nous abandonnent tous les politiciens? Ben oui, parce que moi, je même le Front National, alors? J'en sais rien, je vous pose la question, puisqu'on vient d'entendre le vice-président du Front National. Le Front National, disons que ils ont des choses qui seraient pas trop mal, mais il y a des choses à revoir. Disons que les politiques, moi je dis tous, autant de droite, gauche, centre, Front National, tous, je les mets tous dans le même sac. S'ils écoutaient la population à la base, vous voyez, dans chaque profession, s'ils étaient assez intelligents quand ils veulent faire une loi, prendre des gens, exemple, moi je prends ma profession, que je peux en parler à 100%, puisque j'ai 57 ans, depuis l'âge de 20 ans, je suis dans le médical, vous voyez, là, bon, il y a des choses mais qui ne vont pas, mais et que depuis on n'a pas arrangé et qu'on aurait pu arranger, vous voyez, au niveau de la sécurité sociale, pour faire des économies. Il y a des choses qui ne vont pas. Claude, vous faites plus confiance à personne. Louis Alliot, je m'excuse, je vais pas vous redonner la parole parce que je voudrais tout de suite que vous entendiez encore un autre auditeur. Et vous le savez qu'ici, notre priorité, ce sont les auditeurs, si j'arrive à la voir. C'est Antoine. Antoine, vous êtes de Montpellier. Oui.
Et alors, comment vous avez réagi à ce qui s'est dit ce matin? Vous avez vu, on a entendu à la fois des gens de droite, du centre, de gauche, nous faire part de leur réponse ou de ce qu'ils pensaient être souhaitable. Ils vous ont convaincu ou pas? Bonjour Monsieur Ménard, bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Alliot. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a des lois déjà qui existent. Je comprends pas pourquoi un mineur, moi quand j'étais gosse, que je faisais une bêtise, mon père était convoqué au commissariat et c'est lui qui payait. Je comprends pas du tout maintenant pourquoi un mineur, il est relâché, ou il est ci, ou il est mis, et les parents sont tranquilles. Si on remet vraiment le problème dans la famille, il y aurait pas de souci, quoi. Je veux dire, les parents payeraient et voilà, et vous verrez qu'ils traîneraient moins dans les rues et il y aurait moins ces problèmes. Moi, je pense. Donc vous êtes comme tout le monde. Vous dites il y a d'abord un problème général. C'est un problème des parents. Ah oui. Merci Antoine, merci de votre témoignage. Face à la violence, pourquoi les politiciens, nos politiciens, n'écoutent pas les Français? On en parlait depuis 7 heures ce matin. On en reparlera, je vous le promets. Mais maintenant, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous demain pour continuer à demander aux hommes politiques de rendre compte, de répondre à vos questions.